Mon association Ibuka France, parce qu'il faut ajouter France parce que c'est une association qui a été créée en France et qui est de droit français. Sachant qu'il existe d'autres associations Ibuka, il y en a une au Rwanda, il y en a en Suisse, il y en a en Belgique, en Hollande, en Italie et dans d'autres pays où se trouvent les rescapés ou leurs amis. Alors la mission d'Ibuka est une mission très difficile, c'est-à-dire que nous ne l'avons pas souhaité, nous n'avons pas rêvé de créer l'association Ibuka. Elle nous a été imposée par l'histoire du génocide des Tutsis. L'association Ibuka a été créée au lendemain du génocide pour honorer la mémoire des victimes, pour éviter que le crime ne soit nié, pour éviter que cette mémoire ne soit pas profanée, mais aussi pour que cette histoire soit connue de tous, pour servir un peu aux générations futures. Nous avons déjà vécu cette histoire, comme avant nous, les Arméniens, comme les Juifs, etc. Mais nous pensons que cette mémoire mérite d'être connue pour aider les générations futures à se prémunir contre tout ce qui est des stigmatisations, tout ce qui est intolérance, tout ce qui est racisme, tout ce qui est exclusion, parce que ça conduit à des choses aussi graves que les meurtres, que les viols, qu'un génocide. Voilà. Donc notre association, c'est à la fois la mémoire, c'est le passé, mais c'est aussi le présent, parce que nous vivons dans des sociétés qui sont traversées par ce type de problème. C'est aussi pour l'avenir, pour préparer ou pour aider les gens à se préparer, à se protéger contre tout ce qui divise, contre tout ce qui est source d'intolérance, tout ce qui est non-acceptation de l'autre, tout ce qui met à mal le vivre ensemble. Quelle est la logique de ce partenariat? Je ne sais pas ce que vous pensez par logique de ce partenariat, mais nous sommes partenaires sur cette activité, sur ce moment-là, pour la 25e commémoration, mais nous le sommes en fait depuis bien longtemps. Cela fait plus de 10 ans que nous travaillons avec le Mémorial de la Shoah sur ce travail, sur cette question de la mémoire, sur les questions de la commémoration, etc. C'est aussi un travail du Mémorial de la Shoah que la mémoire des victimes des génocides, d'abord la mémoire des victimes de la Shoah, mais aussi parce que c'est une mémoire universelle. Donc, le Mémorial de la Shoah travaille déjà sur cette problématique, d'où l'inclusion de la mémoire des génocides des Tutsis dans son travail à lui. Et donc, nous ne sommes pas des pièces rapportées. Nous sommes peut-être, je pense, une ouverture plus ou moins normale, attendue. Ça peut se comprendre, mais évidemment, l'idéal étant qu'il ne soit pas demain obligé de prendre en considération d'autres mémoires, d'autres victimes. L'idée, c'est que ce n'est pas d'en inclure au maximum, c'est d'éviter qu'il y en ait, qu'il soit obligé. Voilà, je crois que la logique, c'est ça, que nous travaillons sur la même problématique qui est celle de la mémoire, la même problématique qui est celle de l'éducation, de protéger les victimes du passé, mais pour que les vies d'aujourd'hui et de demain soient protégées. Alors, la vidéo que nous faisons aujourd'hui, effectivement, s'adresse à un public le plus large possible. Et c'est ce que nous souhaitons. Nous le faisons parce que, justement, nous savons qu'il y a des Français, des Françaises et des Français de 25 ans, de moins de 25 ans, de plus de 25 ans, qui ne connaissent pas cette histoire. Il y en a beaucoup qui savent, mais il y en a aussi qui ne savent pas. Donc, l'idée, c'est que cette vidéo puisse s'adresser à un public large.
Mais ce n'est pas dans cette vidéo qu'ils vont trouver l'information. Ce n'est pas en regardant cette vidéo, en m'écoutant parler, qu'ils vont comprendre ce qui s'est passé au Rwanda en 1994. Cette vidéo, c'est aussi une invitation à d'autres activités qui sont organisées dans le cadre de cette commémoration. Il y aura des expositions, il y en a une au mémorial de la Shoah, il y en aura une autre à Drancy, il y aura une exposition sur les grilles de la mairie de Paris. Et il s'agit d'inviter les gens à venir visiter ces expositions. Il y aura, outre les expositions, il y aura des conférences qui seront organisées. Nous accueillons au mémorial de la Shoah le 31 mars une rencontre importante de rescapés qui ont écrit leurs témoignages. Il faut venir les écouter. Ils vont échanger entre eux, mais aussi entre eux et le public. C'est le moment, c'est une occasion d'apprendre ce qui s'est passé, mais d'apprendre aussi comment les victimes, comment les rescapés, comment ils essayent d'écrire cette histoire, comment ils la reconstituent et se reconstruisent. Alors voilà, donc il y aura des expositions, il y aura des conférences, c'est dans le cadre de cette commémoration. Ceci est une invitation à assister, à venir participer à ces événements pour s'informer davantage sur ce qui s'est passé au Rwanda il y a 25 ans. Oui, en avril 1994, je venais de finir mes études en France, à Paris, à l'université de Paris 1, oui. J'ai été informé de ce qui se passait au Rwanda par plusieurs canaux. D'abord, il faut savoir que je n'ai pas appris ces choses-là. Je n'ai pas commencé à m'informer sur ce qui se passait au Rwanda en 1994. Nous suivions déjà un peu ce qui se passait dans ce pays depuis 1990, donc depuis le début de la guerre. Et donc, nous savions depuis 1994 que les gens étaient persécutés, qu'ils étaient arrêtés, qu'ils étaient emprisonnés, etc., qu'après ils étaient libérés, qu'ils ne retrouvaient pas leur emploi, etc. Nous avons suivi un peu la propagande dans la presse bien pendant les années 93. Donc, nous avons suivi un tout petit peu l'évolution jusqu'au jour où j'apprends par un ami que l'avion est tombé, et dès le lendemain, j'apprends que les gens sont en train de mourir, que les gens sont assassinés. Et donc, je l'apprends d'abord par des amis qui disparaissent parce qu'ils ont été tués, et puis après, je l'apprends effectivement par la presse. C'est en lisant un article du Nouvel Observateur un matin que j'apprends la mort de ma famille qui était Tutsi. Quand je parle des gens qui sont tués, qui sont assassinés, ce sont des Tutsis. Jusqu'en 1994, je ne m'étais pas intellectuellement spécialisé dans la question. Je venais de finir une thèse sur l'histoire du sel. J'étais vraiment loin de ces problématiques. J'étais plutôt intéressé par des questions de technique, des questions techniques, de production, des questions économiques, d'échange, de circuits d'échange, etc., de gestion des espaces et des territoires. C'était ça mon domaine de recherche. Et à partir de 1994, à cause justement de ce qui venait de se passer, la mise à mort d'un million de personnes, nous disons en 3 mois, c'est-à-dire du 7 avril au 15 juillet, au 17 juillet 1994, mais en réalité, quand on voit, quand on étudie les grands massacres, par la géographie des massacres, au fond, c'est terminé, une grande partie des meurtres sont commis entre le 7 et le 25 avril. Donc c'est plutôt 3 semaines que 3 mois. Et à partir de cet événement, j'ai donc été interpellé. Donc il fallait que j'essaye de connaître, de savoir. Au fond, depuis moi-même, j'étais en France en 1994, mais j'étais en dehors du Rwanda depuis bien avant.
depuis 1973. Nous avions été chassés. J'étais dans un séminaire au Rwanda où nous avons été mis à la porte par nos camarades Hutus. Parce que nous étions tout petits, parce qu'ils estimaient que nous étions trop nombreux dans les écoles. Donc, et je savais aussi, mais sans que ce soit le résultat d'une recherche académique, intellectuelle, sans que ce soit le résultat d'une lecture, je savais aussi parce que j'avais entendu qu'il y avait eu des problèmes dans les années 59, que les maisons des Tutsis avaient été brûlées, que certains avaient été tués, que beaucoup avaient été obligés de s'exiler au Burundi. Donc je savais qu'il y avait un problème Tutsi au Rwanda. Je savais que les Tutsis faisaient l'objet, par exemple, de la politique des quotas, n'avaient pas accès à l'éducation dans les mêmes conditions que les Hutus de leur âge. C'est surtout le passage de l'école primaire à l'école secondaire qui posait, où le problème commençait à se poser parce que la règle c'était les 10%, donc il ne fallait pas, les Tutsis étant 10% dans la société, il était considéré que 10% des Tutsis seulement pourraient accéder à l'école secondaire. Donc nous savions tout ça. Alors après, effectivement, j'ai essayé de comprendre, surtout à partir de la lecture de la propagande, parce que la lecture de la propagande m'a amené à comprendre que ce qui se passe à partir du 7 avril n'est pas quelque chose de très spontané, de très brutal. C'est brutal, le mouvement il est brutal, il est massif, mais c'est la continuité d'une pensée, d'une réflexion, une réflexion qui fait du Tutsi, qui divise, qui distingue dans la population rwandaise des vrais, des faux nègres, un peuple majoritaire naturel et un peuple minoritaire qui est censé être venu d'ailleurs, etc. Cette pensée, elle existe dans la société rwandaise depuis le début du XXe siècle, depuis la fin du XIXe siècle. C'est un peu une introduction sur le terrain africain des théories raciales qui existent, qui se mettent en place à la fin du XIXe siècle en Europe. Donc j'ai vu, finalement, en essayant d'étudier un peu la littérature, que effectivement, il s'est insinué progressivement, insidieusement dans la société rwandaise, cette question de la différence entre le Hutu et le Tutsi. Pendant la période coloniale, d'ailleurs, le Tutsi est perçu comme un être un peu supérieur, proche du blanc, etc. Et le Hutu, c'est le vrai nègre, donc alors bon pour travailler, et le Tutsi, un peu proche de l'Européen, capable d'assimiler les techniques et la pensée occidentale. Et donc, les missionnaires ont cette idée qu'il y en a qui sont proches des Européens, il y en a qui sont capables d'assumer certaines tâches, d'autres qui le sont moins. Donc il y a cette division, il y a cette ségrégation qui existe dans la société rwandaise, qui va se faire à l'envers à partir des années 59, au moment où le pays accède à l'indépendance, et où donc les leaders Hutus disent, ah ben oui, s'il faut se décoloniser, il y a deux niveaux de colonisation. Il y a une colonisation entre noirs, de noirs sur d'autres, une colonisation de blancs sur d'autres. Donc on va commencer par se décoloniser, par régler le problème de la colonisation du noir sur le noir, d'où cette fameuse révolution, cette révolution sociale de 1959, qui est souvent considérée par les Rwandais comme étant l'équivalent de la Révolution française. Juste sauf que la Révolution française, les débouches, c'est pour mettre fin à des privilèges, tandis qu'au Rwanda, c'est maintenir les privilèges, mais en inversant un peu les rapports, c'est-à-dire que les mêmes inégalités, les mêmes privilèges vont exister, simplement ça change de signe. Le Tutsi est considéré comme étant, il est toléré
pour autant qu'il se tient tranquille. Donc voilà, la logique, c'est celle-là, c'est un racisme. Le génocide des Tutsis, aussi paradoxalement que cela apparaisse, c'est peut-être la leçon de cette histoire, c'est que le racisme, ce n'est pas forcément la couleur de la peau, eh bien, c'est dans la tête de celui qui veut être raciste. On peut créer des races, on peut créer des races de manière imaginaire, et par l'éducation, par la propagande, on habitue les gens à distinguer des races entre des communautés qui finalement n'ont rien de différent, parce qu'au Rwanda, les Tutsis et les Hutus, ils parlent la même langue. Ils habitent ensemble. Il n'y a pas une religion de Tutsi, une religion de Hutu. Sur le plan social, économique, les Tutsis sont réputés éleveurs de gros bétail et les Hutus agriculteurs, mais dans la réalité, chaque famille pratique un peu d'élevage et beaucoup d'agriculture, ou alors peu d'agriculture et beaucoup d'élevage. Donc c'est plutôt des activités qui sont associées. Voilà. Mais ce racisme s'est installé. Il s'est installé et c'est ça qui va faire que, malgré tout, le Tutsi soit perçu comme différent et comme dangereux. D'autant plus dangereux, semble-t-il, disait la propagande, qui ne veut pas accepter cette différence. C'est pour ça que un leader du parti du président disait dans les années 92, eh bien, on va les renvoyer chez eux par la voie la plus courte, la rivière Nyabarongo. C'est l'idée qu'ils ne sont pas d'ici, ils ne sont pas de chez nous. Il faut qu'ils arrêtent de nous déranger, de nous embêter. La carte d'identité, ça existe dans toutes les sociétés, plus ou moins dans toutes les sociétés, surtout où il y a des administrations, une technique d'administration moderne, il y a une carte d'identité. Alors, ce document a fait couler beaucoup d'encre. Évidemment, aujourd'hui, tous les Rwandais ont une carte d'identité sur laquelle il est marqué Rwandais. Jusqu'en 1994, sur la carte d'identité, il est marqué Hutu, Tutsi, toi. C'est des catégories. Et après, selon que vous êtes Hutu ou Tutsi, on barre la mention inutile. Alors, si vous êtes Tutsi, on barre Hutu et toi. Et donc, voilà. Comme ça, on sait qui vous êtes. Et c'est important par rapport à la politique des quotas. Parce que comment on va savoir qu'il est Tutsi ou qu'il est Hutu au moment de distribuer des emplois, par exemple? C'est la carte d'identité. Alors, cette carte d'identité, elle a commencé à être distribuée, mais pas sous cette forme vraiment, dans les années 30. Parce que l'administration belge avait besoin d'identifier un peu les gens. Elle n'est pas faite dans l'idée, on va tuer les Tutsis. C'est juste un élément d'identification. Et la première carte d'identité est inspirée de la carte d'identité qui existe déjà au Congo. Le Congo, qui est notre voisin à l'ouest, qui est sous administration belge déjà depuis les années 1900. Ils ont déjà une carte d'identité. Et sur la carte d'identité, on voit bien à quelle tribu appartient l'individu. Et donc, au Rwanda, comme on garde l'ancienne carte, on remplit toutes les cases. Et donc, il y aura le Rwanda, et puis la tribu, le Tutsi, ou le Hutu, ou le Mutwa. Donc, c'est comme ça que la carte d'identité rentre dans l'usage de l'administration rwandaise, une manière d'identifier les individus, et elle est utilisée comme elle l'est au Congo. Il faut répondre à toutes les caractéristiques des individus. Mais finalement, Hutu et Tutsi ne servent que dans la définition de savoir quelle est la population qui est astreinte aux activités d'intérêt général. Et dans les années 57, l'administration indigène, parce que nous sommes dans une
dans un système qu'on appelle système colonial qui est d'administration indirecte, il existe une administration indigène avec le Moami, le roi et ses chefs, etc. Eh bien, le Moami, dans les années 57, il veut mettre fin, non pas à la carte d'identité, parce que la carte d'identité, il trouve que ça peut servir, mais il veut mettre fin à la distinction entre les Hutus et les Tutsis. Et ceci est refusé par les Hutus et par l'administration coloniale, et même par les missionnaires qui disent « Ah oui, oui, non, mais il faudrait au moins qu'ils gardent le droit de se compter. » Et surtout, ils pensaient que si on supprime la carte d'identité, que l'identité Hutu pourrait disparaître et que les Tutsis pourraient alors, cette fois-ci, pouvoir dominer, pouvoir garder la main sur les ressources, sur l'État, en se cachant un peu dans la masse, etc. Donc, la carte d'identité, effectivement, à ce moment-là, elle est posée comme un élément de distinction politique, comme un élément d'identité sociale, et comme quelque chose qui est finalement la source du pouvoir et du nationalisme. Et la révolution sociale, c'est vrai qu'elle a pour but de supprimer cette monarchie et l'aristocratie qui s'était constituée tout autour, mais dans la propagande, quand même, l'idée est redonner le pays à ses propriétaires qui sont les Bahutus. Donc cette carte d'identité, c'est un élément, ce n'est pas elle qui tue, mais c'est l'élément qui permet de le faire. Ce n'est pas elle qui exclut, mais c'est l'élément qui permet d'exclure. Ce n'est pas un élément qui permet d'unir. C'est pour ça que dans la reconstruction du pays, les nouvelles autorités du Rwanda ont décidé de maintenir la carte d'identité, parce qu'on ne peut pas faire autrement quand même, mais de supprimer ces identités, ces identifications ethniques, parce qu'elles ont, en fait, elle a créé quelque chose, cette carte d'identité, il faut le dire, parce que le fait que vous êtes Tutsi parce que vous êtes né du Tutsi, en fait, on le sait par la carte d'identité, parce que le père qui va faire enregistrer son enfant au moment de sa naissance, il lui donne son identité à lui. Donc, l'enfant, il est Tutsi parce que le père, il est Tutsi. Donc, en fait, on reproduit. Il y a une reproduction biologique, naturelle et normale, mais qui est relayée par une pratique administrative au travers de la carte d'identité. Donc, c'est comme si on finissait par créer, au fond, des races, parce que le Tutsi et le Hutu, ce n'est pas forcément ceux qui ont, comme on l'a prétendu au départ, 10 têtes de gros bétail, ou qu'il y en a moins, parce qu'à un moment donné, il n'y en a plus de gros bétail dans le pays. Mais le Tutsi, c'est le fils du Tutsi. Au point que même l'enfant qui est né d'un père Hutu et d'une mère Tutsi, alors traditionnellement, sur la culture rwandaise, l'enfant a l'identité de son père. Mais le fait que sa mère soit Tutsi, bon, on ferme les yeux. Mais si le père est Tutsi et que la mère est Hutu, bah, la maman, on ne va pas tenir compte, on va dire qu'il est Tutsi. Mais en 1994, pendant le génocide, la règle culturelle, celle qui donnait à l'enfant uniquement l'identité du père, en fait, elle est abrogée quasiment. Ce qui va compter, c'est de dire il a du sang Tutsi dans ses veines. Et donc, l'enfant de père Hutu et de mère Tutsi sera considéré comme Tutsi parce qu'il y a du sang Tutsi dans ses veines. Alors, la RTLM, Radio-Télévision Libre des Mille Collines, c'est un abrégé RTLM, elle commence à émettre au Rwanda en juillet 1993. Jusqu'à cette date-là, au Rwanda, il n'y avait qu'une seule radio. C'était la radio nationale qu'on appelait Radio Rwanda. Et la radio libre de Mille Collines, donc qui commence à émettre en 1993, elle est présentée comme une radio privée, une radio commerciale.
il y a des actionnaires, donc qui est monté sur la base d'actionnaires. On voit très bien qui sont les actionnaires, ce sont les militaires, ce sont des hommes d'affaires, ce sont des cadres politiques qui sont majoritairement de la région du président Habyarimana et du parti, de son parti. Quand elle est née en 1993, en fait, elle vient relayer un journal qui s'appelait Kangura. Kangura, ça veut dire réveille-le. Et ce journal, lui, existait depuis mai 90. Et ce journal véhicule cette pensée, la pensée que j'ai décrite tout à l'heure, de la distinction de l'ennemi Tutsi, du peuple majoritaire qui est décrit comme vous êtes le grand peuple bantou, méfiez-vous des Tutsis qui veulent vous dissoudre, etc. On appelle vraiment aux Tutsis, aux Hutus à se constituer, à se reconnaître comme un groupe distinct et un groupe important et qui doit retrouver ses racines, qui doit retrouver sa culture, une culture, dit-elle, dit ce journal que les Tutsis nous ont appris à mépriser. Donc il y a pendant toute durant les 3 années, 90 à 93, ce journal, c'est dans ce journal que seront publiés ce que l'on a appelé les 10 commandements des Bahutus, qui paraissent en décembre 90 et qui sont véritablement un décalogue de la haine, comme on les appelle, mais qui montrent bien comment il faut faire la distinction, qu'il faut mettre une distinction entre les Hutus et les Tutsis, et qui aussi parle des méfaits des Tutsis, qui se dissimulent, qui ont déjà pris le pouvoir à l'insu de la majorité parce qu'ils utilisent leur intelligence, ils utilisent leurs femmes qui sont belles, mais qui sont des espionnes, qui sont dangereuses, etc. Et cette presse écrite, donc, c'est un bimensuel, c'est 2 fois par mois. Et lorsque la radio RTRM est créée en juillet 1993, en fait, il y a une jonction entre les 2 médias. Et on a un article de Kangura qui dit, mais voilà, maintenant nous arrivons à un stade supérieur. Et c'est vrai, c'est un stade supérieur parce qu'une radio, c'est beaucoup plus efficace que ce journal. Beaucoup de Rwandais ne savaient pas lire. Ce journal était produit à combien d'exemplaires? Tout au plus à 5000 exemplaires. Tout le monde ne l'achetait pas forcément. Mais la radio, c'est facile, puisqu'on émet à Kigali et tout le monde sait en même temps ce que dit la radio. Mais en réalité, la radio va reproduire les éléments de la presse écrite sur l'ennemi Tutsi, sur surtout le danger ou le risque que comporte, parce qu'à ce moment-là, il y a 2 idées. Il y a celle de la démocratie, parce qu'il y a la guerre, évidemment, entre le Front patriotique rwandais qui est constitué de ces exilés qui reviennent au Rwanda et l'armée gouvernementale, mais il y a aussi à l'intérieur du pays, du Rwanda, donc par des Hutus, des leaders Hutus qui veulent en finir avec ce régime qui est militaire, qui est monopartiste, etc. Il y a une demande de démocratie, une demande d'ouverture à l'intérieur. Et le journal Kangura, comme la RTM plus tard, vise cette demande de démocratie en disant mais ce sont des traîtres. Ils nous divisent à un moment où nous sommes menacés. Il faut plutôt nous unir. Et ils mettent aussi en garde contre ce que fait le gouvernement, parce que le gouvernement a entrepris de négocier avec la rébellion. Donc, pour ces 2 médias, il y a 2 dangers. C'est ces revendications démocratiques qui sont portées par des leaders Hutus et Tutsis de l'intérieur, et contre le 2e danger qui est la négociation. Ils disent, voilà, ils sont en train de nous diviser. Si nous nous laissons faire, eh bien demain, il n'y aura plus de république, il n'y aura plus de Hutus, les Tutsis vont... En fait, pour ces 2 médias, les leaders des partis démocratiques sont des gens qui sont manipulés ou qui sont payés,
par la rébellion. Donc, on retrouve le même vocabulaire, celui dit Tutsi venu d'ailleurs, celui dit Tutsi qui est menteur, celui de l'étranger qui ne comprend rien, et celui du peuple majoritaire qu'il faut défendre, qu'il faut protéger. Et voilà, donc c'est des médias qui sont des médias de mobilisation du peuple Hutu, du peuple majoritaire, contre une minorité qui divise et qui aurait des intentions d'exterminer le peuple Hutu, etc. Alors, c'est des radios, des médias qui appellent à la guerre, qui appellent à la haine, et qui pensent que la solution, finalement, c'est dans le sens, il faut nous battre. On voit quand l'accord de paix d'Arusha, il est signé au mois d'août 1993, dans Kangoura et dans la RTLM, c'est le deuil. Ils disent, voilà, la guerre cette fois-ci, elle va commencer. Ils vivent ces moments. Il y a dans cette production une angoisse sourde, c'est-à-dire nous sommes en danger, nous allons mourir, nous sommes foutus si nous ne réagissons pas, si nous ne reprenons pas le cours des choses, si nous ne disons pas non à la négociation, mais plutôt par la force obtenir le pouvoir, le garder, etc. Voilà, donc entre cette radio, si on veut comprendre ce qui se dit à la RTLM, il faut comprendre ce que crie Kangoura, mais et puis savoir que l'avantage de la radio, c'est qu'elle peut s'adresser à tout le monde, à tout un peuple, en même temps. Et ça, c'est un élément assez considérable. Et c'est aussi que la radio au Rwanda était un élément d'information, comment je vais dire, était une source d'information auquel le peuple rwandais était très habitué, que une part importante des journaux ou des éditions de la RTLM était dans la langue rwandaise. Donc, c'était très, comment je vais dire, il avait une puissance de frappe beaucoup plus importante qu'une presse écrite. Et d'ailleurs, d'avril 1994 à juillet 1994, il n'y a plus de presse écrite. La RTLM, elle est la seule voix. Et elle se décrit comme l'état-major de la parole. Comme l'état-major de la parole. Ça veut dire qu'elle donne des ordres. Elle décrit deux états-majors, celui de l'armée et celui de la parole. Et elle détient l'état-major de la parole. Dans une société où la parole est importante. Parce qu'on est dans une société de l'oralité et non dans la société de l'écrit. Donc ce qui est important, c'est ce qu'on entend. Et comme on a toujours entendu à la radio, les bulletins officiels, la radio étant la source de la vérité et de la connaissance, bien la RTLM a un peu capitalisé sur cette tradition, sur cette culture de la parole au Rwanda. Alors, l'idée du double génocide qui s'est imposée ou qui s'est popularisée par la suite, en fait, ce qui est très important, c'est de savoir qu'elle précède. Enfin, avant le génocide, on ne parle pas de double génocide, on parle d'un génocide. L'idée du double génocide, c'est qu'il y a un génocide contre les Hutus et un génocide contre les Tutsis. Ça, c'est le double génocide. Mais la thèse du génocide contre les Hutus, elle est antérieure au génocide des Tutsis. Depuis 1991, il est question d'un génocide commis contre les Hutus. Alors, ils parlent ils décrivent parfois, on voit le clin d'œil à la Shoah parce qu'ils disent que les jeunes Tutsis ont des insignes de la croix gammée, portent la croix gammée sur eux. Donc, il y a cette idée que les Tutsis sont en train de commettre un génocide contre les Hutus. Elle est antérieure au génocide. Elle devient beaucoup plus importante pendant le génocide. Sur les antennes de la RTLM, on parle des Hutus qui sont
on parle des atrocités que commettent les Tutsis, on parle des femmes éventrées, des enfants qui sont tués dans des mortiers, etc. Eh bien, cette idée va comment je vais dire, elle va devenir beaucoup plus importante, évidemment, très importante, avec des relais, alors en Europe en particulier, avec les camps de réfugiés au Congo, qui vont dire, ah ben oui, maintenant, ce n'est pas seulement les Tutsis qui ont été victimes d'un génocide, mais c'est nous aussi, les Hutus. Et on voit, par exemple, il y a un père missionnaire belge, je pense, missionnaire belge qui disait, dans un premier temps, disent non, il n'y a pas de génocide des Tutsis. Et dans la même interview, il finit par dire, ah ben finalement, il commence par dire, il n'y a pas un génocide, il finit par dire, il y en a deux. Donc, il faut équilibrer. Il y a une volonté d'équilibration des deux génocides. Cette thèse s'est nourrie d'événements différents selon les époques, mais en réalité, elle est en cours d'écriture bien avant le génocide des Tutsis. Elle devient plus importante après parce qu'il faut, justement, pour ces éléments l'exigence ou la volonté d'équilibrer, et puis après, sur des faits, se nourrir de ces faits concrets qui sont que pendant cette guerre, évidemment, il y a des réfugiés qui sont tués. Donc on dit, voilà, il y a des crimes qui sont commis d'un côté comme de l'autre. Il n'y en a pas un pour en rattraper l'autre. Voilà, c'est dans un premier temps, le génocide contre les Hutus est un élément de propagande. Et c'est un élément de mobilisation des Hutus pour qu'ils s'impliquent dans les crimes. Et à la fin, ça devient un élément ça devient un argument pour une négociation politique. Ne pas juger les uns, mais que tout le monde se retrouve autour d'une même table, qu'on recrée le Rwanda, on recrée les accords de paix d'Arusha, mais on arrête de chercher les coupables parce que sinon il y en aurait partout. Voilà. Et c'est aussi assez développé par des gens qui se sentent plus ou moins pas le cœur tranquille à cause de leur, je ne dirais pas de leur participation au génocide, mais parce qu'ils ont des amis parmi les auteurs du génocide. Et donc la seule façon de les sauver, c'est de leur tendre la main en disant, vous êtes vous aussi victimes. Oui, nous faisons des études de comparaison. Nous comparons souvent, on est amené dans nos études, dans nos recherches à comparer le génocide des Arméniens, la Shoah, le génocide des Tutsis, etc. Ça ne veut pas dire qu'on réduit l'un à l'autre. On voit aussi les singularités, les différences. Alors, une des singularités du génocide des Tutsis, c'est comment je vais dire, la rapidité. Je parlais de 3 semaines. C'est la rapidité, mais c'est aussi que cette rapidité est d'autant plus surprenante qu'on est dans un pays ou dans une société ou dans un système qui n'a pas les capacités industrielles, techniques dont disposait l'État nazi. L'État nazi, avec ses chambres à gaz, avec les trains, avec le rail, etc. L'État rwandais n'a pas ça. Mais l'État rwandais a une force qu'il a su mobiliser, utiliser, c'est effectivement la population. Il ne faut pas croire que seule la population a participé au génocide. Non, l'État rwandais a participé lui-même. Ces cadres administratifs, ils ont mouillé la chemise. Les préfets, les maires, les bourgmestres, les conseillers communaux, etc. Tout le monde s'est mis au travail. Mais l'exécution a dépendu beaucoup de la population, des citoyens, de la population civile. Alors l'avantage de ça, de mobilisation des populations civiles, etc., c'est que les voisins se connaissent. Donc,
on ne peut pas envoyer, l'État rwandais ne pouvait pas envoyer un gendarme partout où il y avait un Tutsi. L'État rwandais n'aurait pas su le faire. Mais en disant à partout où il est, de dénoncer le Tutsi qui habite à côté de lui, de le pousser de chez lui, de dénoncer le lieu où il se cache, en fait, il s'est servi de cette population, c'est cette population qu'il a mis au travail. Et donc, ça a donné à l'État rwandais des capacités démultipliées. Donc, ils n'ont pas besoin c'est pas qu'ils n'ont pas besoin, mais ils n'ont pas la capacité de créer, d'envoyer des gens comme ça dans des camps de concentration, etc. Mais ils ont la capacité, en utilisant la population civile, de regrouper les Tutsis dans des petits centres, dans des églises, dans des écoles, dans des stades, etc. Et de les massacrer là. Ils ont la force de travail pour le faire. Voilà, ce que l'État nazi a fait avec les chambres, avec le gaz, avec le rail, avec le train, etc., eh bien, l'État rwandais a pu le faire grâce à la population, qu'il a été à même de mobiliser, de chauffer à blanc, notamment les jeunes. Mais cette population ne le fait pas seule, sinon elle ne le ferait pas. Elle le fait parce qu'elle a l'appui. Parce qu'elle a l'appui de l'administration, parce qu'elle a l'appui de la force armée, parce que dans certains cas, les Tutsis pouvaient se défendre. Mais cette résistance, cette possibilité de défense ont été annihilées par la présence des gendarmes, la présence de l'armée, la présence du préfet, etc. Donc, tout le monde s'est mis au travail. D'ailleurs, ils appelaient ça travailler. Et donc, ils ont fait le génocide comme un travail, comme une participation, un travail d'intérêt public, comme s'ils faisaient une route, comme s'ils ouvraient une route, comme s'ils construisaient un hôpital. Voilà. Les recensements de 2002, je pense, donnent un chiffre de 1 057 000, quelque chose comme ça. Oui, j'étais au Rwanda en septembre et là j'ai vu effectivement qu'il y avait un charnier qui venait d'être découvert et mis à jour à l'est de Kigali, dans un petit centre qui s'appelle Kabuga. Et comme le charnier venait de s'ouvrir, on voyait encore, ils étaient encore en train de creuser parce que on voyait très bien qu'au fond des trous, il y avait par-ci un os, par-là un vêtement, etc. Et on voyait des vêtements qui étaient étendus sur des fils où ils séchaient. Moi, je n'ai pas vraiment pu visiter ce charnier dans son ensemble. Je n'ai pas pu, à cause on voyait très bien l'étendue du charnier, et donc on imaginait très bien l'étendue du massacre ou l'ampleur du massacre qui a été commis à cet endroit. Et c'est d'ailleurs assez déstabilisant de constater ça en 2018, parce que c'est en 2018 que ça a été découvert, parce que nous croyons qu'avec les fameux tribunaux Gacaca, etc., toute la vérité avait été dite. Mais en fait, on s'aperçoit qu'il y a des niches, il y a des lieux, il y a des fosses communes qui n'ont pas encore été, qui ne sont pas encore identifiées et qui seront peut-être identifiées plus tard à l'occasion des travaux des champs, à l'occasion des ouvertures de routes ou de quelque chose d'autre. Voilà. Oui, il y a eu beaucoup de cas de viol. Beaucoup de cas de mutilation sexuelle. La première fois, en fait, quand on me parle de génocide en 1994, au fond, je ne comprends pas ce que ça veut dire. Mais je le comprends, enfin, je ne comprends pas, mais enfin, je suis saisi par quelque chose que je n'arrive pas à m'expliquer quand je lis les témoignages des femmes qui ont été violées, et c'était au mois de novembre 1994. Et là, je me dis, c'est quand même assez grave. Comment les femmes... Évidemment, il y a aussi une logique derrière. Parce que depuis longtemps, dans la propagande,
que j'ai rappelé tout à l'heure. Il y a l'idée qu'au fond, la force des Tutsis, ce sont leurs femmes qui sont des menteuses, qui se donnent aux hommes Hutus, mais plutôt pour leur extorquer la vérité. Donc les femmes vont payer un prix lourd. Parce que, voilà, dans la mesure où on les considère comme étant, c'est eux qui, semble-t-il, ont corrompu les Hutus, ce sont les femmes qui ont corrompu les étrangers, notamment les diplomates, etc. La femme cultive le pouvoir ou l'accusation d'avoir, d'être dotée, d'être revêtue d'une puissance de corruption qui est formulée, qui est rappelée de façon lancinante, est à mettre en rapport avec le traitement que les femmes Tutsis vont subir pendant le génocide. C'est-à-dire les viols, les massifs sur la place publique, et puis l'esclavage sexuel, les mutilations sexuelles. La femme va être en champ de bataille, en fait, pendant cette période. La conséquence étant ce que vivent aujourd'hui les femmes au Congo. En fait, depuis, on a l'impression que le viol est vraiment devenu une arme de guerre assez banale, assez répandue. Et je ne sais pas dans quelle mesure ce qui s'est passé au Rwanda n'a pas servi de mauvaise leçon à tous ceux qui veulent faire du mal à une population, en faisant du mal à la femme. Parce que c'est quand même la femme qui reproduit, vous faites du mal à la femme, vous êtes sûr qu'il n'y a plus de reproduction possible. Mais aussi, c'est cette humiliation qui est faite à la femme, c'est peut-être une manière aussi d'humilier l'homme. Et plus on humilie la femme, plus on est sûr d'avoir humilié l'homme. Donc, elle devient réellement le champ de bataille, la partie sur laquelle il faut frapper, la victime idéale, parce qu'elle est considérée comme la pire des ennemis. Je ne suis pas optimiste quand je vais au Rwanda, et je ne suis pas optimiste quand je vis dans le monde d'une façon générale. Pourquoi je ne peux pas dire optimiste ou réaliste ou pessimiste. Je suis réaliste, et en réaliste, j'ai plutôt peur. Voilà, c'est si vous voulez que je vous dise ce que je pense. J'ai plutôt peur, j'ai plutôt l'idée qu'il faut pas s'endormir, qu'il faut lutter, qu'il faut faire quelque chose pour que nous puissions continuer de vivre et de vivre ensemble.